S'il est une icône du jeu vidéo qui représente la deuxième moitié des années 90, c'est bien Lara Croft, l'héroïne de la série Tomb Raider, créée par le programmeur Paul Douglas et le graphiste et game designer Toby Gard. Les circonstances de la création de cette héroïne ont déjà fait l'objet d'une Minute du Geek en 2013, qui peut être visionnée sur Noco. Cet épisode de Retro & Magic reviendra quant à lui sur les 6 premières aventures de Lara, à l'époque où la série était développée par le studio anglais Core Design. Tomb Raider permet aux joueurs de faire connaissance avec Lara Croft, lady britannique férue d'archéologie et en mal de sensations fortes, qui parcourt le monde en quête d'aventure. Dans ce premier épisode, Lara est à la recherche du Scion des Atlantes, un artefact dont on dit qu'il renferme les secrets du mythique continent englouti. Mais Lara se retrouve en compétition avec Jacqueline Natla, une femme d'affaires qui cherche elle aussi à reconstituer le Scion pour des raisons évidentes pour quiconque aime les anagrammes. La quête du Scion mènera Lara du tombeau perdu de Qualopec au Pérou à la cité de Khamoun en Égypte, en passant par un ancien monastère en Grèce. Tomb Raider est par ailleurs un jeu assez claustrophobe, où le sentiment de solitude est intense. À l'exception de quelques sbires de Natla qui font office de boss de fin de chapitre, Lara est seule, à l'exception peut-être du type qui a laissé des trousses de secours et des munitions un peu partout. Les ennemis sont pour la plupart des animaux sauvages, allant du loup au gorille, en passant par le lion ou la chauve-souris, des espèces protégées pour la plupart, soit dit en passant. Si Lara est souvent décrite comme une version féminine d'Indiana Jones, le script rappelle beaucoup une aventure de l'homme au fedora, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Dans les deux jeux, le personnage principal parcourt le monde en quête d'indices sur l'emplacement de la mythique Atlantide, dont des méchants veulent s'emparer pour accéder à un pouvoir quasi divin. Et dans les deux cas, l'Atlantide se révèle être un lieu cauchemardesque où sont engendrées des créatures grotesques et monstrueuses. Au niveau du gameplay, en revanche, les influences de Tomb Raider sont plutôt à chercher du côté de Prince of Persia de Jordan Mechner, transposé dans la troisième dimension. Le joueur explore donc des niveaux complexes et labyrinthiques, active des mécanismes, réalise des sauts à travers des gouffres sans fond au millimètre près. On retrouve même les dalles qui s'effritent sous les pieds de l'héroïne et manquent de la précipiter dans des fosses pleines de pics. Core Design apporte toutefois quelques nouvelles idées, comme la possibilité de nager ou de nombreux puzzles à base de blocs à pousser et tirer. Si la troisième dimension apporte son lot de problèmes de caméra, les développeurs ont également fait preuve d'ingéniosité pour aider le joueur à naviguer dans les environnements. Lara pointe automatiquement ses armes vers les ennemis qui passent à sa portée, et à certains endroits, la caméra change d'angle pour attirer l'attention du joueur et lui indiquer où se diriger. Le jeu impressionne également par sa mise en scène, comme lorsque Lara se retrouve nez à nez avec un tyrannosaure dans une vallée perdue. Très soigné graphiquement, Tomb Raider est l'un des premiers jeux qui exploite le potentiel de la 3D, malgré quelques lourdeurs de gameplay. La plus fameuse étant la célèbre demi-seconde de décalage entre le moment où le joueur presse la touche de saut et le moment où Lara saute, qui causera bien des chutes mortelles. Mais si Tomb Raider commet quelques maladresses, il n'en reste pas moins un excellent jeu. Bonne histoire, level design tortueux, grande qualité technique, héroïne charismatique, tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un hit. Initialement développé pour Saturn, c'est toutefois sur PlayStation que Tomb Raider cassera la baraque. En tout, le jeu se vendra à plus de 8 millions d'exemplaires. Vu le buzz engendré par le premier épisode dans les médias, Core Design et Eidos comprennent immédiatement qu'ils ont déniché la poule aux œufs d'or. Malgré le départ de Toby Gard et Paul Douglas, le développeur britannique met rapidement sur pied une équipe pour développer en à peine un an le deuxième épisode des aventures de Lara, quitte à se contenter d'améliorer le moteur et le gameplay existant. Les ajouts sont donc minimes, le jeu est désormais capable d'afficher des décors en extérieur, les effets d'éclairage sont un peu plus poussés, la modélisation des personnages un peu moins cubique, et le jeu est ponctué de phases à bord de véhicules. Si l'on ajoute que Lara affronte beaucoup plus d'adversaires humains que précédemment, sa nouvelle aventure évoque davantage les exploits de James Bond. Difficile de ne pas se dire que le plus gros des efforts semble avoir été concentré sur la modélisation de Lara, désormais dotée d'une natte qui flotte au vent, de courbes plus aguicheuses et d'un tour de taille surnaturel. Tout au long du jeu, Lara change également de costume, revêtant selon les niveaux une combinaison de plongée ou un blouson d'aviateur. Cette fois-ci, Lara doit contrecarrer les plans de Marco Bartoli, un mafieux italien cherchant à s'emparer d'un ancien artefact chinois, la dague de Qian, supposée rendre immortelle. L'aventure entraîne Lara à Venise, sur une plateforme pétrolière, dans une épave engloutie hantée par les requins, au Tibet, pour se finir dans les catacombes sous la Grande Muraille de Chine, pour un combat dantesque contre Bartoli, transformé en dragon par le pouvoir de la dague. La quête de Lara n'est pas de tout repos, car le jeu est plus difficile que son prédécesseur, qui était déjà loin d'être évident. Malgré son manque d'innovation et le fait que les problèmes de gameplay de l'original soient toujours présents, le jeu est bien reçu par la presse et le public, dépassant de peu les ventes du premier épisode. Lara a alors atteint son pic de popularité.
Core Design et Eidos réitèrent leur stratégie en produisant en à peine un an Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Une fois de plus, le jeu utilise le même moteur et se contente d'affiner un peu les graphismes. Lara est dotée de nouveaux mouvements, comme sprinter ou ramper, ce qui ne manquera pas de beaucoup amuser certains joueurs, la caméra venant alors se placer juste derrière l'aventurière. De nouveaux véhicules comme un kayak et de nouvelles armes comme un lance-roquettes. Le reste a des airs de déjà-vu. Core Design ressort même le combat contre le T-Rex du premier épisode. Les inspirations de Tomb Raider 3 semblent être les récits pulp de science-fiction et d'horreur, quitte à friser par moments le grand n'importe quoi. Il y a bien des millénaires, une météorite tomba du ciel en Antarctique. Les indigènes polynésiens assistèrent au phénomène et voyagèrent jusqu'au cratère où ils forgèrent 4 artefacts à partir de fragments du météore, supposés donner des pouvoirs magiques. Après un premier niveau se déroulant en Inde, Lara pourra choisir de se mettre en quête des artefacts dans l'ordre de son choix, histoire de briser un peu la linéarité du jeu. L'un des fragments se situe à Londres, un autre sur une île perdue du Pacifique et le dernier en pleine zone 51. Sans être un mauvais jeu, Tomb Raider 3 est clairement un épisode paresseux, qui ne propose aucune réelle innovation et ne corrige aucun des problèmes de gameplay qui plombent la série depuis ses débuts. En 1999, un an tout rond après Tomb Raider 3, Core Design sort Tomb Raider 4. Sous-titré La Révélation Finale, le jeu sort sur PC, PlayStation ainsi que sur Dreamcast, ce qui oblige les développeurs à faire quelques efforts côté graphisme, même si le jeu continue d'utiliser le même moteur qui semble désormais bien dépassé face aux concurrents. Après les errements thématiques du précédent épisode, cette quatrième aventure marque une volonté de la part du développeur britannique de ramener l'héroïne à ses origines d'archéologue aventurière. Là où les épisodes précédents entraînaient Lara aux 4 coins du monde, la révélation finale se déroule quasi intégralement en Égypte. Certains niveaux sont cette fois-ci interconnectés et il est possible d'aller et venir entre eux, permettant des puzzles plus complexes mettant l'emphase sur l'exploration. La révélation finale commence avec un prologue durant lequel on incarne une Lara adolescente qui explore le temple d'Angkor Wat en compagnie de son mentor, Werner von Croy. On retrouve par la suite Lara adulte en Égypte où elle affronte von Croy qui a été possédé par le dieu égyptien Seth. Le jeu se termine en cliffhanger par la mort de Lara dans l'effondrement du temple d'Horus. Malheureusement, si on pouvait espérer une pause salutaire pour la série, il n'en sera rien. Après sa mort présumée à la fin de l'épisode précédent, les amis de Lara se réunissent pour une cérémonie funéraire. Tomb Raider Chronicles prend donc la forme de 4 récits mettant en scène Lara à différents moments de sa vie, racontés par ses proches tandis qu'il se remémore les premières aventures de la belle. C'est ainsi que l'on rencontre Lara à Rome en quête de la pierre philosophale, puis dans un autre récit, Lara s'infiltre dans une base de sous-marins soviétiques pour leur dérober la Lonce de Longinus. On retrouve ensuite Lara ado, explorant une île irlandaise et se retrouvant confrontée au folklore local. Enfin, le dernier récit relate le conflit entre Lara et von Croy concernant un artefact découvert à Angkor Wat pendant le prologue de la révélation finale. Infiltrant un building high-tech, Lara porte un costume de cuir noir moulant tout droit sorti de Matrix. Évidemment, le jeu n'est qu'un épisode filler, en attendant l'arrivée inéluctable d'une nouvelle aventure. Mais pour beaucoup, y compris des fans de la première heure, Tomb Raider est devenu une sorte de mauvaise blague, une série qui continue de vivre sur la popularité d'un personnage en recyclant un gameplay et des graphismes d'un autre âge. D'ailleurs, Tomb Raider Chronicles ne se vendra qu'à 1,5 million d'exemplaires, la plus mauvaise vente de la série. Le retour de Lara Croft en jeu vidéo ne surviendra qu'en 2003, 3 ans après Tomb Raider Chronicles. Le nouvel épisode, baptisé Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, est plein de promesses. Un nouveau moteur graphique, un gameplay revu et corrigé, un scénario plus développé, et bien sûr un nouveau character design pour Lara, davantage dans l'air du temps. Le jeu propose également des idées intéressantes, comme différents chemins pour parvenir à ses fins, ou un système de dialogue à choix multiples. Killed, not tidied up. À certains moments du jeu, on pouvait même prendre le contrôle d'un autre personnage, Curtis Trent, histoire de varier un peu l'expérience de jeu. L'histoire est également plutôt bien ficelée, puisant dans la même mythologie qui fera l'année même de la sortie du jeu, le succès du roman Da Vinci Code. Alors que le jeu commence, Lara est contactée par von Croy, avec qui elle est toujours en froid. Lorsque Lara arrive à Paris, dans l'appartement de son ancien mentor, elle le découvre mort et se retrouve soupçonnée du meurtre.
Le vrai tueur est Peter Van Eckart, un alchimiste serial killer tentant de réunir des peintures maudites, recélant le secret du Sanglyph, un artefact pouvant ressusciter une ancienne race surnaturelle appelée Néphilim. Aidé par Curtis, dernier descendant d'un ordre monastique, Lara va devoir empêcher Eckart d'arriver à ses fins tout en prouvant son innocence. Malheureusement, l'Ange des Ténèbres sera loin d'être le renouveau tant espéré, Core Design n'étant pas parvenu à prendre en compte que le gameplay des jeux à la troisième personne avait évolué au fil des années. Face à des titres comme Prince of Persia, Les Sables du Temps, et sa maniabilité hyper dynamique et réactive, ce 6e épisode de Tomb Raider paraît désespérément rigide et lourdeau. Pire encore, le fameux instant de flottement au moment d'appuyer sur la touche de saut est toujours là. Malgré son long développement, le jeu a également un goût d'inachevé en raison des nombreux bugs qui le plombent au moment de sa sortie. Faisant face à des critiques assassines et des ventes mollassonnes, Eidos doit se rendre à l'évidence. Il est temps de confier Tomb Raider à un nouveau studio. Il se trouve que Crystal Dynamics vient d'apporter une conclusion à sa série Legacy of Kain avec l'épisode Defiance, et est intéressé par la perspective de travailler sur d'autres licences. Eidos décide donc de laisser le développeur américain en charge de la nouvelle génération de jeux Tomb Raider, une nouvelle ère qui commencera avec la sortie en 2006 de l'excellent Tomb Raider Legend.